Bonjour, quatrième partie de cette série sur l'épuisement. Sortir de l'épuisement, ça s'appelle. Mais avant d'en sortir, je voulais vous donner un petit peu tous les principes qui étaient sous-jacents. Comprendre comment on en arrivait à l'épuisement. Parce que si on comprend comment on est arrivé, peut-être qu'on aura quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre comment en sortir. Alors, la prochaine vidéo, on va rentrer dans la phase comment en sortir. Il y avait 4 vidéos, comment on y est arrivé, quelles en sont les conséquences. L'idée de ces 4 vidéos, c'est non seulement de vous montrer la genèse d'un épuisement, que vous compreniez pourquoi notre mode de vie actuellement conduit quasi inéluctablement à l'épuisement, et surtout aussi arriver à ne plus négliger ce facteur-là. Et là, ça va être pour cette vidéo. On va parler du système immunitaire. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, on essaye de résoudre des problèmes qui n'en sont pas, qui sont simplement des conséquences de l'épuisement. Les 4 vidéos suivantes, ça va être les solutions. Alors non pas des solutions en disant tu dois faire ça, un programme petit 1, petit 2, petit 3, à 9h30 tu dois faire ceci et cela, mais plutôt les grands principes qui vont nous permettre comment sortir de cet état d'épuisement. Et vous allez voir, c'est à la fois très simple dans l'idée, pas si simple que ça obligatoirement dans la mise en œuvre, mais c'est vital. On va toucher quelque chose qui tient à nos besoins vitaux. Et l'épuisement, quelque part, c'est juste, comme toute forme de toute façon de maladie, une non prise en compte de nos besoins vitaux. Ce truc, c'est génial, quoi, tu sais. En fait, tu es malade parce que tu ne réponds pas à tes besoins vitaux. C'est un peu comme une machine. Alors nous, on est bien plus qu'une machine, puisque nous sommes un être vivant, avec cette capacité à l'autoréparation, chose que n'ont pas les machines. Une machine que tu n'alimentes pas en 220 volts alors que c'est une machine électrique, ne va pas fonctionner. C'est pas la peine d'aller chercher une panne moteur, c'est juste qu'elle n'est pas branchée. Nous, c'est pareil, on n'a pas respecté nos besoins vitaux. Alors, quels sont nos besoins vitaux ? Et là, on est en plein dedans. Quels sont nos besoins vitaux ? Et en plus, on se rend compte qu'au niveau de l'humain, non seulement il y a des besoins vitaux, mais il y a une capacité adaptative par rapport à ces besoins vitaux. Et c'est ça qui est fabuleux. En tant qu'organisme vivant, on peut s'adapter à des déviations par rapport à la réponse juste à nos besoins vitaux. Sauf que, à quel point on peut s'adapter ? Jusqu'à quand ? Combien de temps ? C'est là toute la question. On reprend aujourd'hui avec, je fais remarquer quand même, des petits torchons coordonnés, spécial dédicace à Sylvie qui a cousu ça pour moi parce qu'elle avait honte de me voir avec mes petits tampons pourris sur le tableau. Merci, ça va droit au cœur. Et là, regardez ça. Là, c'est de l'effacement de tableau. Là, on est rentré quand même dans l'ère 2017, c'est la version 2.0. Ça, c'est. On va essayer de pas nous quitter cela. On va parler d'épuisement et de système immunitaire. Le système immunitaire, globalement, qu'est-ce que c'est ? Le système immunitaire, c'est notre système. Alors, on va utiliser le terme de défense, il n'est pas obligatoirement approprié. Notre système immunitaire, c'est ce qui distingue dans notre environnement ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Je vous ai dit souvent, l'une des plus formidables erreurs de l'humain, c'est de s'être approprié le droit de choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le droit de juger par lui-même de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Comme ça, on dit « Ah, tel symptôme est bon, tel symptôme est mauvais. » Et puis la plupart du temps, on se plante. Par contre, à l'intérieur de notre corps, il y a un système qui a été créé, qui ne dépend pas de notre mental, de notre intellect, qui lui fonctionne parfaitement. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, il discrimine dans notre environnement ce qui est apte à pénétrer à l'intérieur et ce qui est apte à ne pas pénétrer à l'intérieur, ce qui n'est pas apte à rentrer dans l'intérieur. Enfin, on peut inverser de la même manière. Le système immunitaire, quand on parle de système immunitaire, c'est donc ce qui va nous garantir des infections virales, bactériennes, des épidémies et ainsi de suite. Quand on parle de système immunitaire, tout de suite, on pense globules blancs, natural killer, enfin autant de noms que vous avez déjà entendus. Et on néglige la partie la plus essentielle du système immunitaire. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous faire un tout petit rappel sur quelque chose qui est fondamental. L'humain, pour tout humain, il y a un milieu extérieur et un milieu intérieur. L'exemple que je donne souvent, ici, ce bouchon est à l'extérieur de moi. Il n'a pas passé la peau, il n'est pas à l'intérieur, là où se trouvent des cellules, là où se trouve du sang, de la lymphe et des cellules. Il est à l'extérieur de moi. Imaginons, je prends ce bouchon, je avale, imaginons que j'ai une bonne digestion. Ce bouchon, il va transiter par mon estomac. Le passage du pylore là va être un peu violent. Intestin grêle, côlon. Et puis, vu qu'il ne va pas être digéré ni assimilé, direct in the toilet.
Est-ce que pendant qu'il circulait dans l'estomac, le côlon, l'intestin grêle, est-ce qu'il était à l'intérieur de moi? Vous allez me dire, mais oui, bien sûr, il est à l'intérieur de moi. Non, non, il était à l'extérieur de moi, parce que le tube digestif, c'est aussi l'extérieur de moi. Qu'est-ce qui est l'intérieur de moi? C'est partout où il y a des cellules, du sang et de la lymphe. L'intérieur de moi, c'est de l'autre côté de la peau, c'est de l'autre côté du tube digestif, c'est de l'autre côté de la muqueuse bronchique, c'est de l'autre côté de la muqueuse buccale, hein, c'est de l'autre côté du tissu conjonctif qui forme la paroi de muqueuse des sinus, c'est de l'autre côté de ça. Tant qu'un produit toxique est à l'extérieur, quelque part, il ne nous concerne pas. Hein. Notre système immunitaire n'a rien à voir avec ça. Et donc, l'humain est caractérisé par une séparation entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Et à la surface de toutes les muqueuses de l'organisme, c'est-à-dire à la surface de la peau, des intestins, des bronches, la muqueuse buccale, à la surface de toutes ces surfaces de séparation, eh bien, il y a un ensemble de petits organismes qu'on appelle des microbes. Microbes, terme hautement connoté s'il en est. Quand tu dis espèce de microbe, tout de suite c'est extrêmement péjoratif. Et pourtant ces microbes, leur rôle essentiel est un rôle immunitaire. On dit que 80-90%, on ne va pas ergoter sur les pourcentages, de notre immunité est microbienne. Eh bien oui, parce que le système qui consiste à avoir des globules blancs qui viennent shooter avec des natural killers, qui viennent shooter un petit peu tous les éléments inappropriés qui sont passés à l'intérieur, il n'est actif que parce qu'il y a des éléments inappropriés qui sont passés à l'intérieur. Or, il y a une barrière de sécurité avant qui est fondamentale, qui est première et qui normalement ne devrait pas amener à ce que le deuxième système immunitaire, que je vais appeler le système immunitaire interne, ait à fonctionner. Notre principal système immunitaire est microbien. Il se situe à la surface. D'ailleurs, c'est les grandes découvertes de ces dernières années. Et puis c'est là où on se dit, oups, en fait depuis 60 ans, on bazarde des quantités impressionnantes de pesticides et de fongicides sur notre alimentation et notre environnement, donc antimicrobiens, et puis on donne des antibiotiques, donc antimicrobiens aux individus, on comprend qu'au niveau immunité, ça soit la catastrophe. Mais bien sûr qu'on comprend qu'au niveau immunité, ça soit la catastrophe. Qu'on ait même des syndromes d'immunodéficience acquise. Ah ben pour le coup, ils sont acquis. Ils sont acquis à force de manger des légumes qui sont fluorescents et tu les vois même la nuit tellement ils sont chargés de pesticides et à force de te manger des doses et des doses d'antibiotiques. Ah ouais, ça pour ça, il est acquis le syndrome d'immunodéficience. Mais c'est pas un syndrome, c'est une immunodéficience par destruction systématique, rigoureuse et extrêmement appliquée de notre système immunitaire. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on parle de stress, d'épuisement et de système immunitaire, c'est que la sursollicitation répétée de notre système adaptatif, le système adaptatif, le système qui est basé sur le cortisol, l'adrénaline, le système sympathique, la sursollicitation de notre système adaptatif, au-delà de ce que notre système peut tolérer, conduit inévitablement à un effondrement de notre système de défense, notre système immunitaire. Alors bon, je vous ai sorti des tas d'études pour justifier de ça, on va avancer dans notre propos. En même temps, les études scientifiques, on me le fait remarquer, on me dit ouais, mais tu peux en trouver une qui dit un truc et une qui dit l'autre. Alors bon, il faudrait faire des trucs en double aveugle et ainsi de suite. Mais je vais quand même utiliser quelques documents pour illustrer mon propos. Globalement, si on réfléchit, la peur et l'inquiétude, ce sont les deux émotions qui sont les plus communément liées aux formes modernes de notre mode de vie. On est inquiet en permanence, c'est le stress négatif, comme on le dit, en permanence, la peur et l'inquiétude. Peur et inquiétude, peur de ce qui va arriver, inquiétude par rapport à ce qui va arriver, inquiétude par rapport à ce qui nous attend, appréhension du futur et ainsi de suite. Et ce qui est amusant, c'est que, enfin ce qui est amusant, c'est pas amusant du tout, on se rend compte que la peur et l'inquiétude, toutes ces formes de stress, conduisent inévitablement à un effondrement massif de notre immunité. Et ça donne un truc assez amusant, c'est là où ça m'amuse. Tu as peur de tomber malade, en ayant peur de tomber malade, tu vas avoir un effondrement de ton immunité qui va faire que tu vas devenir malade. Ce que je redoute, c'est ce que je vois, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est dans les évangiles, mais c'est extrêmement vrai. À force de t'inquiéter, à force de méconnaître la capacité réelle de ton corps à être une machine parfaite et merveilleuse, un organisme merveilleux qui fonctionne en permanence de manière parfaitement adéquate, mais à force de méconnaître ça, tu es bouffé par l'inquiétude et la peur, et cette inquiétude et la peur donnent les conditions même qui vont amener à ce que tu redoutais, ce que tu appréhendais. Alors comment ça marche ? N'allez pas chercher ailleurs
Quand on parle d'effondrement du système immunitaire, on va parler de maladie de Lyme, on va parler de candidose chronique, on va parler d'arthrite, arthrite rhumatoïde, on va parler de fibromyalgie, on va parler de toutes les maladies auto-immunes, on va parler de cancer, on va parler de maladies neurodégénératives, on va parler de tout, puisque de toute façon, cette barrière immunitaire est censée nous protéger contre tout ce qui n'est pas adapté pour nous. Si elle fonctionne parfaitement, ben, tu peux évoluer dans n'importe quel environnement, même un environnement toxique, si tant est qu'il y a un absolu de la toxicité. Si tu as un système immunitaire qui fonctionne de manière adéquate, plus de problème. Tu avances dans cet environnement, tu fais ton chemin et tu n'es pas perturbé par les éléments de cet environnement. Si ton système immunitaire est défaillant, tu as beau être dans le meilleur environnement qui soit, il ne sera jamais parfait, parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait, et à ce moment-là, tu seras toujours touché. Alors comment ça marche? Que se passe-t-il vraiment? Système immunitaire extérieur, système immunitaire intérieur. Quand on parle d'épuisement, pour qu'il y ait épuisement, il faut qu'il y ait eu sursollicitation du système adaptatif. On l'a vu, phase d'alarme au niveau de cortisol et d'adrénaline. Et le cortisol, il faut bien comprendre que c'est la libération de cortisol, c'est une réaction adaptative parfaite à une demande ponctuelle. C'est quelque chose qui est parfaitement adapté si la sollicitation en termes d'adaptation est ponctuelle. C'est-à-dire de temps en temps, hop, il faut faire une accélération, puis après tu te calmes. Le problème, c'est que ça devient pathologique dans un monde dans lequel la sollicitation de ces circuits de cortisol est permanente. Alors, je vous avais dit, la réaction d'alarme correspond à une mobilisation des ressources du corps de manière à aller dans le sens de l'efficacité musculaire, dépenser de l'énergie. Là aussi, le problème, c'est qu'actuellement, quand tu as un stress négatif, quelque chose qui te met au challenge, la plupart du temps, ce n'est pas pour une dépense d'énergie. Tu restes scotché dans ton siège. Donc là aussi, adaptation qui ne va pas être adaptée aux conditions de vie modernes. Mais l'action du cortisol, comme je vous le dis, il faut bien comprendre que ça va dans le sens d'une optimisation de l'énergie disponible pour le travail musculaire. Dès lors, il n'est pas étonnant de voir que en situation de grosse libération de cortisol, eh bien, on a un effondrement de la fonction immunitaire. Le cortisol, il a plusieurs actions. La première qui a été mesurée, c'est une action de désintégration, d'altération, on va dire plutôt désintégration, ça fait un peu la guerre des étoiles, d'altération de la barrière intestinale. Et qu'est-ce que c'est que la barrière intestinale? La barrière intestinale, c'est la barrière, alors, au niveau des intestins, qui sépare le milieu extérieur du milieu intérieur. Vous savez, quand on parle d'hyperperméabilité intestinale, le grand truc à la mode pour expliquer, et à la mode à juste titre, pour expliquer la plupart des pathologies de notre temps, la plupart des pathologies de notre siècle. Eh bien, l'un des premiers facteurs qui explique la destruction de cette barrière intestinale, en même temps que la déminéralisation dont je parle souvent, c'est l'action du cortisol. Des études, en veux-tu, en voilà. Early winning stress impair development of muscular function. Donc, le stress lié à la séparation d'un jeune avec sa maman, alors là c'était chez des jeunes porcs, amène à une destruction de la barrière intestinale. La séparation néonatale chez des rats adultes prédispose les rats adultes à une grosse dysfonction de la barrière du côlon. Ensuite, le stress psychologique et le relargage d'hormones corticotropines, donc c'est l'hormone qui préside à la libération de cortisol par les glandes surrénales, augmente la perméabilité intestinale chez les humains par un mécanisme qui est dépendant des masses selles. Donc, en tout cas, voilà l'étude qui explique que finalement l'action du cortisol, que ce soit chez les animaux ou chez les humains, elle est simple, elle amène à une destruction de la barrière intestinale, à une hyperperméabilité intestinale. Ouais, non mais alors, qu'est-ce qui se passe si tu as cette hyperperméabilité intestinale qui s'installe? Bien, ceci est censé être notre système immunitaire. Destruction de la barrière intestinale, ça veut aussi dire, parce que la barrière intestinale, la perméabilité intestinale, elle est physique, mais elle est aussi dépendante des agents de contrôle, des agents de sécurité qui se retrouvent à la périphérie, à l'extérieur, tous ces agents microbiens. Ça veut dire globalement que l'action du cortisol, c'est de diminuer les populations en termes de quantité et en termes de variété, les populations microbiennes, et d'amener à une altération de la barrière intestinale. Alors,
une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre corps, il est prompt à laisser tout rentrer. Alors, comment ça se passe? En vérité, ça se passe en 3 phases, globalement. Quand il y a un phénomène inflammatoire qui doit avoir lieu dans le corps, l'inflammation est un processus, je vous dis, qui est un processus qui est normal. C'est un processus de réparation dans le corps. Sauf que l'inflammation, qui fait partie de la réponse immunitaire, cette inflammation doit rester dans des proportions normales. Donc, quelque part, il y a une fonction d'inflammation dans le corps et puis il y a une pédale de frein. La pédale de frein, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est la pédale de frein. C'est la pédale de frein du corps. Du cortisol, le corps produit de la cortisone. Cette cortisone, qui est utilisée à des doses massives médicamenteuses qui n'ont rien à voir avec les doses physiologiques qui sont sécrétées par le corps, permet de réguler l'inflammation. Alors, je vous ai dit, dans un premier temps, haut taux de cortisol, toute personne épuisée est passée par un moment de haut taux de cortisol. Haut taux de cortisol égale perméabilité de la barrière intestinale, ce qui veut dire que les portes sont ouvertes. Passer pompon les carillons. Hein. Les portes sont ouvertes et n'importe quoi peut rentrer. Hein. C'est valable au niveau de la barrière intestinale. On l'a étudié pour l'instant au niveau de la barrière intestinale. On ne l'a pas étudié au niveau de la barrière de la peau, des barrières des bronches. C'est exactement la même chose. Dans quelques années, on va le savoir. C'est exactement la même chose. Pas besoin d'études pour le savoir. C'est évident. C'est évident parce qu'il y a la même nature des tissus, la même nature des contraintes. Deuxième effet, le cortisol est l'hormone anti-inflammatoire du corps. Alors, comment ça se passe? Eh bien, s'il y a nécessité d'inflammation dans le corps produit des produits qu'on appelle les cytokines. Les cytokines, il y en a des pro-inflammatoires, des anti-inflammatoires aussi, mais il y a énormément de cytokines pro-inflammatoires qui favorisent l'inflammation. L'inflammation est une réaction adaptative du corps qui permet un gonflement et une immobilisation de la zone concernée, un afflux de globules rouges et de globules blancs, hein, une augmentation du métabolisme. Tout ça, c'est un mécanisme adaptatif pour réparer des zones lésées. Donc, s'il y a nécessité d'inflammation, production de cytokines pro-inflammatoires pour favoriser l'inflammation. Simplement, ensuite, il y a du cortisol qui est produit par le corps pour limiter l'inflammation, hein, pour la maintenir dans une proportion qui soit correcte, qui soit juste, pour éviter que l'inflammation, eh bien, elle continue, elle perdure, et elle devienne destructrice, trop catabolique pour le corps. En situation de stress, que se passe-t-il? Premièrement, haute production de cortisol. Ce qui veut dire que l'inflammation dans le corps, elle est complètement bloquée. Donc dans un premier temps, l'inflammation est bloquée. Ce que je vous disais dans la vidéo précédente, premier temps, pas d'inflammation, pas de symptômes, rien, tout va bien. La personne, elle trace, elle peut se faire mal, aucune réaction inflammatoire. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc petit 1, on va utiliser nos super torchons. Tiens, je prends celui à étoile. C'est pas des torchons, c'est des essuie-tableaux de compétition. Alors, première étape. 1, cortisol élevé, inflammation empêchée. L'inflammation chute. Sauf que, exposé à des taux chroniquement hauts de cortisol et donc de cortisone, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Eh bien, il se passe un phénomène qu'on appelle la résistance à la cortisone. Hein, ce sont des mécanismes adaptatifs dans le corps. C'est pour ça d'ailleurs que quand on balance de la cortisone à quelqu'un en hôpital, en balançant des doses extrêmement massives, eh bien on flingue, excusez-moi l'expression, tout son système de régulation de l'inflammation naturel. C'est-à-dire que le jour, quand tu envoies des doses massives de cortisone à un individu, eh bien, son corps développe une énorme résistance à la cortisone en rapport avec les doses médicamenteuses apportées. Et le jour où tu te retrouves sans ces doses médicamenteuses, eh bien, avec ton pauvre petit cortisol que tu produis, tu n'arrives pas à dépasser la résistance à la cortisone. Et je peux te dire que l'inflammation, elle va... C'est un cercle vicieux. Si tu commences à prendre la cortisone, tu vas en prendre de plus en plus parce que ton corps va développer de plus en plus de résistance. C'est exactement la même chose avec le stress. Au départ, les niveaux de cortisol augmentent énormément. L'inflammation est complètement empêchée. Il se passe un phénomène de résistance au cortisol et à la cortisone dans le corps, de manière à ce que l'inflammation puisse reprendre une proportion normale. Sauf que, pendant le même temps, il y a à la fois une résistance qui s'installe, résistance au cortisol, mais en même temps, comme tu es en train de passer de la phase d'alarme à la phase de résistance, il y a une baisse des niveaux de cortisol.
Donc d'un côté, résistance au cortisol et baisse des niveaux de cortisol. Là, d'un seul coup, l'inflammation, elle commence à monter. Et elle commence à se généraliser. Troisième phase, épuisement de la capacité du système à produire du cortisol. C'est ce qu'on appelle la phase de burn-out ou d'épuisement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, résistance au cortisol, elle est encore présente. Plus de cortisol du tout. À ce moment-là, l'inflammation, elle est illimitée. C'est un peu comme si le système, il n'était plus résilient. Vous savez, ce terme de résilient, ça veut dire que, bon, mais par exemple, tu as une infection bactérienne, tu as une lésion sur un tissu et ainsi de suite. Bon, eh bien, le système immunitaire, il doit réagir. Mais une fois qu'il a fait son job, il s'arrête. Il s'arrête. Il n'y a plus de sens à ce qu'il agisse. Mais là, d'un seul coup, dans la phase 3, le système, il s'est lancé et il ne s'arrête plus. Il n'y a plus de pédale de frein. Tu appuies sur la pédale de frein et c'est complètement vide. Et la pédale de frein, pourquoi? Parce que la pédale de frein, elle se trouvait dans les glandes surrénales et que tu les as complètement épuisées à force d'adaptation. Le niveau de cytokine reste très élevé, hein, alors même que l'affection a complètement disparu. Ça, c'est... Attendez, j'avais quelques études pour vous le... Je crois que j'en avais sorti quelques-unes, hein, histoire de faire bien. Ah, ouais. Pour la classe, ça. Si quelqu'un veut m'inventer un porte-stylo, alors, cortisol et immunité, c'était pas ça. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà, par exemple, cette étude-là qui était très intéressante. Cortisol response to mild psychology stress. Donc, les réponses en termes de production de cortisol à un stress psychologique moyen sont inversement associées avec les cytokines pro-inflammatoires. Et dans cette étude, il montre bien ce qu'on a montré ici, c'est-à-dire cette évolution en 3 phases. Là, une autre étude sur laquelle je me suis bien basé aussi, A Possible Change Process of Inflammatory Cytokine in the Prolonged, oui, accent catalan, Chronic Stress. Là aussi, pour ceux que ça intéresse à creuser, très très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Oui, alors ça c'est la 3e partie de ma présentation. Donc, on voit cette évolution en 3 phases, ce qui fait que d'un seul coup, eh bien, l'inflammation, elle s'affole. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai lu un article d'un médecin qui s'appelle Onig, je crois, qui disait que à ce moment-là, le système immunitaire est dysfonctionnel. En fait, le système immunitaire, il n'est pas dysfonctionnel, au contraire, il est super fonctionnel. Ça, c'est l'aberration du jugement intellectuel actuel et de l'espèce de dogme du corps faible actuel. On te dit, le système immunitaire, il est dysfonctionnel. Non, non, il est super fonctionnel. Le moteur marche très très bien, le moteur à l'inflammation marche très très bien, sauf qu'on a viré la pédale de frein. Il n'y a plus de pédale de frein par épuisement. À force de freiner, tu as freiné tout le temps, tu as freiné tout le temps, tu as freiné tout le temps, et bien, ta pédale de frein, le jour où tu vas vraiment l'utiliser, eh bien, elle ne fonctionne plus. Tu sais, le parallèle que je pourrais te donner, c'est assez marrant. Je t'ai dit, le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est produite pour permettre une adaptation au corps, du corps, hein, en situation de stress. Et la plupart du temps, il permet une adaptation métabolique qui va dans le sens de l'action, du travail musculaire. Et actuellement, les stress que nous vivons, qui sont plutôt d'ordre psychologique, font que, eh bien, on est assis sur notre chaise et qu'en même temps, il y a cette adaptation métabolique, il y a beaucoup de sucre dans le sang pour permettre de lutter, mais en fait, on n'a pas à lutter, on ne peut pas lutter. Le parallèle que je pourrais prendre, c'est, imaginons, tu es dans ta voiture, dans ton garage, tu as ta pédale de frein. Normalement, ta pédale de frein, tu dois l'écraser, hein, quand tu vas très très vite. Ben là, imaginons, tu es dans ton garage, hein, tu n'as pas passé de vitesse, tu accélères avec ton moteur comme un malade et tu freines en permanence. Tu freines. Tu sollicites ta pédale de frein en permanence. T'appuies. Puis le jour où tu vas te retrouver vraiment à lancer ta voiture, tu vas accélérer. C'est l'inflammation. Et là, d'un seul coup, tu essaies d'appuyer sur ta pédale de frein. Ben, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que tu l'as utilisé à vide, pour rien, pendant des années. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le cortisol. À ce moment-là, la réaction inflammatoire, elle est illimitée. Et c'est ce qui fait que maintenant, on est en train de chercher des solutions pour avoir des produits qui vont interférer avec la production de cytokines pro-inflammatoires. Mais là, on se mord la queue. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à rétablir des niveaux physiologiques de cortisol, et ça va être tout le sujet des 4 vidéos qui viennent, comment rétablir des quantités de cortisol physiologiques dans le corps, on va voir par différentes pratiques. Je ne vous le dis pas.
il y en a 4 facilement, donc 4 vidéos. Eh bien, au lieu de faire ça, on va inventer encore un médicament qui va essayer de diminuer les cytokines pro-inflammatoires avec des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Donc là, c'est vain pour moi, c'est complètement vain. Donc, premièrement, on a vu altération de la barrière intestinale, altération de la barrière microbienne à la surface de toutes les muqueuses de la peau, à la surface de tout ce qui constitue notre système immunitaire. Donc, altération directe du système immunitaire. Réaction inflammatoire illimitée et destructrice dans le corps, avec tout ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, c'est directement une conséquence de cette inflammation non limitée dans le corps. Ensuite, il faut vraiment comprendre que cette altération du patrimoine microbien est première. J'ai vu une étude par exemple qui prouvait que 87%, je crois, 87% des personnes qui sont en fatigue chronique présentent des troubles intestinaux, des troubles assimilatifs, qui témoignent de quoi? Qui témoignent d'une réduction de la diversité et une altération de la composition du microbiome, c'est-à-dire de l'ensemble du matériel génétique des microbes qui constituent la surface de la paroi intestinale. Donc une réduction de la diversité et une composition altérée du microbiome chez les individus qui présentent des troubles de fatigue chronique. Et la question moi, que j'en viens à me poser, c'est est-ce que c'est la baisse de l'immunité qui conduit à la fatigue ou est-ce que c'est la fatigue qui conduit à la baisse de l'immunité? En vérité, je pense que c'est un petit peu les deux. Pour vous faire un petit tableau, pour que vous compreniez un petit peu la donne, comment ça pourrait se passer? Eh bien, tu vis des situations dans lesquelles ton système adaptatif, il va falloir que je nettoie un peu mieux mon tableau à force. Tu vis des situations dans lesquelles ton système adaptatif est mis à rude épreuve. Donc, cortisol élevé. Si cortisol est élevé, tu vas avoir barrière intestinale abîmée. Intestinale, moins. Si la barrière intestinale est altérée, il va commencer à y avoir des produits anormaux qui vont passer à l'intérieur. Ces produits anormaux qui vont passer à l'intérieur, ils vont demander un travail au corps supplémentaire pour arriver à les évacuer, d'où fatigue. Mais tu étais déjà en situation de stress qui avait tendance à épuiser ton corps. Donc, plus la barrière intestinale va être abîmée, plus ça va donner une situation de stress pour ton corps. Stress, pourquoi? Parce que stress, nécessité d'adaptation. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits anormaux qui passent à l'intérieur. Et donc, on se mord la queue. Le stress génère une altération de la barrière intestinale. L'altération de la barrière intestinale amène à plus de produits. L'altération de la barrière intestinale et de tout le système immunitaire en général amène à un passage à l'intérieur de l'organisme de plus de produits anormaux. Ce passage de plus de produits anormaux à l'intérieur de l'organisme augmente le stress. Alors là, c'est plus un stress psychologique, c'est un stress toxique dans l'organisme. Et on revient sur la même chose. Est-ce que c'est la baisse de l'immunité qui génère la fatigue chronique? Est-ce que c'est la fatigue chronique qui génère la baisse de l'immunité? En vérité, les deux. C'est une espèce de cercle vicieux dans lequel tu t'enfonces et dans lequel il est très difficile de sortir. À part si bien sûr tu suis les 4 vidéos qui vont suivre. Alors, si on regarde ça, on comprend quoi? Je vous ai dit peur, inquiétude au début de la vidéo. C'est les formes de stress psychologique les plus importantes actuellement. Il faut bien comprendre que notre système immunitaire, notre système de protection, ce qui nous garantit notre intégrité, ce qui nous garantit aussi de pouvoir être résilient, résistant, notre force, littéralement, notre force. Notre système immunitaire actuellement, il est dégradé, détruit par les conditions de vie actuelles. Le stress, la peur, la précarité, l'isolement, le relativisme de ce monde, l'absence de foi, l'absence d'espérance, l'absence de solidarité. Toutes ces conditions-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles détruisent littéralement notre système immunitaire. Et si je devais résumer toutes ces vidéos, si je devais résumer tout mon travail, il serait simple. Il pourrait se résumer dans une phrase: choisis la vie et tu vivras. Choisis la vie et tu vivras. Si tu sais que toutes les conditions de vie actuelles, la peur, le stress, l'inquiétude, le manque de foi, le manque d'espérance, l'absence de solidarité, l'individualisme, l'isolement social, que tout ça, ça préside à une destruction de ton système immunitaire, maintenant tu as les données et il va falloir choisir autre chose. Parce que si tu veux être
fort au niveau immunitaire, si tu veux être résistant, résilient, hein, si tu veux être capable de traverser les épreuves, de t'adapter et de ne pas t'effondrer à la moindre petite difficulté, ben, il va falloir s'agir de choisir la vie. Et c'est tout le challenge. Choisis la vie. Quand tu te rends compte que tout ce qui nous est proposé, tu sais, c'est un peu comme si tu étais à table, là, d'un seul coup, tu es posé à table, et puis d'un côté, tu as stress, épuisement, isolement, manque de solidarité, précarité, inquiétude. Hein. Puis de l'autre côté, tu as foi, confiance, solidarité, partage, bienveillance, soin, amour. Alors, on peut toujours accuser les circonstances extérieures, mais moi je vais te dire, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu prends? Tu te sers à gauche ou tu te sers à droite? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges l'idéologie de ce monde ou tu manges cette idéologie-là? Hein, qu'est-ce que tu manges? Et en fonction de ce que tu manges, en fonction de ce que tu choisis, en fonction de ce que tu saisis, eh bien, tu auras les conséquences. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. C'est pas plus compliqué que ça. Choisis la mort, choisis le stress, choisis la précarité, choisis l'inquiétude, et ton système immunitaire sera détruit et tu mourras inéluctablement. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est automatique. C'est ça qui est fabuleux avec la physiologie. C'est de comprendre qu'il y a des choix. On arrête d'accuser des circonstances, des troubles, des forces, des puissances extérieures, que ce soit sur un plan physique, psychologique, toujours en train d'accuser un tel ou un tel ou un tel. Mais il faut arrêter. Qui est-ce qui fait son choix au final? C'est toi qui le fais, c'est moi qui le fais. Alors choisis la vie et tu vivras. Choisis de ne pas amener à une hyperproduction de cortisol et ton système immunitaire ira très bien. On va voir dans les prochaines vidéos comment on peut remonter ce taux de cortisol, comment on peut faire en sorte d'avoir des glandes surrénales qui crachent quand on leur demande. Pas passer notre temps dans un garage tout seul en train de s'asphyxier, accélérer à vide un moteur et le pied sur le frein, hein, mais utiliser une vraie voiture pour accélérer et freiner et envoyer les watts quand il faut envoyer les watts. Hein. Parce qu'on a 500 chevaux, on a 600 chevaux qui attendent que ça, hein, de se déchaîner pour rouler à toute vitesse. On a un corps qui est parfait, qui fonctionne de façon merveilleuse en permanence. Sauf que nous, on l'utilise à vide dans un garage tout seul. On va aller tailler la route tous ensemble, on va voir les 4 prochaines vidéos. Vous allez voir une approche relativement radicale pour sortir de la fatigue chronique. Si vous avez vu mes précédentes vidéos des années précédentes, ça c'est l'âge, sur la fatigue chronique, vous allez voir que j'ai quelque peu divergé dans mon approche. On va avoir une attitude un peu plus offensive par rapport à la fatigue chronique. Je vous souhaite une bonne régénération. J'ai oublié mon petit jus, il est à l'intérieur. Alors je vais aller prendre mon petit jus de betterave, mon GBO, mon BGO. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie toujours autant pour votre soutien, votre enthousiasme, votre capacité à choisir la vie. C'est ça qui est le plus important. Choisissez la vie et vous vivrez.